Maintenant, c'est l'heure de l'inviter sur la télévision Burkina Info. À cet effet, je reçois sur ce plateau M. Daniel Kéré, analyste politique. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Oui, bonjour madame. Vous l'avez vu, le président du mouvement national de libération de l'Azawad, Bilal Ag Achérif, a été reçu hier en audience par le président du Faso. Alors, un réchauffement des relations en perspective selon vous? Bon, réchauffement de relations, je parlerai plutôt d'une rencontre nécessaire. Parce que quand on regarde la situation sécurité dans la sous-région, et depuis un certain temps également, notre pays a connu pour la première fois des attaques terroristes. Et il apparaissait quand même de plus en plus nécessaire que le MNLA et les autorités actuelles échangent. Pourquoi je le dis? Ce groupe, par exemple, MNLA, au sein de l'opinion, en tout cas, une certaine pensée qu'il assimile un peu à des connexions avec des groupes terroristes. Certaines personnes estiment qu'il y a des petites connexions possibles qu'on pourrait établir entre le MNLA et certains groupes terroristes. Donc, vous avez vu que les attaques terroristes qu'on a eu à vivre ici au mois de janvier, le 15 janvier précisément. Donc, le MNLA devait approcher, par exemple, les autorités actuelles pour s'expliquer clairement sur peut-être sa distance par rapport à ces activités terroristes qui ont été perpétrées ici. Et les autorités burkinabées aussi étaient pressées d'entendre effectivement le MNLA. Donc, à quelque part, quand même, cette rencontre était d'une part essentielle pour les deux parties, entre le gouvernement, le nouveau gouvernement qui vient de s'installer, et les MNLA, en vue de clarifier la position de tout un chacun par rapport à la crise sécuritaire actuelle dans la sous-région. Au cours de cette audience, une phrase a retenu l'attention de tous, à savoir que le président de l'Azawad a indiqué: nous sommes conscients que la paix et la sécurité au Burkina, c'est la paix et la stabilité chez nous. Quel est votre avis par rapport à cette phrase-là? Oui, en fait, si on essaie de se positionner dans le cadre de cette menace sécuritaire, on se rend compte que tout est interdépendant. Ce qui se passe par exemple au Niger peut avoir une incidence sur le Burkina Faso. Ce qui se passe sur au Burkina Faso peut avoir une incidence au niveau du Mali. Et juste un petit rappel, notre pays voisin, un pays frère et ami, la Côte d'Ivoire, a connu une crise entre 2002 et 2011. Il y a eu beaucoup de circulation d'armes, ce qui a amené quand même un regain de la criminalité dans ce pays, et cela a contaminé également d'autres pays. Donc, également, lorsqu'on va un peu plus loin en Libye, la chute du président Kadhafi a entraîné effectivement le regain, la montée en puissance des groupes djihadistes et des groupes terroristes avec la dispersion des armes. Et cela a ébranlé actuellement la sous-région. Donc, aucun pays n'est isolé en tant que tel. Et dans ce sens-là, on peut comprendre qu'effectivement, la question sécuritaire au Mali est interdépendante de la question sécuritaire non seulement au Burkina Faso, mais dans l'ensemble de la sous-région. Le Mali, le Niger, pardon, la Mauritanie et l'Algérie. Donc, si les leaders du MNLA estiment qu'il y a une connexion entre la sécurité au Mali et la sécurité au Burkina Faso, je pense qu'on ne peut que le reconnaître qu'il a simplement raison. Si au Burkina Faso, il y a la stabilité politique et à la stabilité économique et à la stabilité sécuritaire, nous sommes en mesure de prévenir les dangers au niveau de nos frontières. Et si on est capable de contrôler les dangers au niveau de nos frontières, on évite à ces pays qui font frontière avec nous de servir de base arrière pour des groupuscules qui pourraient les attaquer. Et vice-versa. Si les Maliens, par exemple, parviennent à contrôler leur territoire, parviennent à instaurer la sécurité au nord Mali, parviennent à contrôler les frontières, effectivement, ils évitent que leur pays ne serve de base arrière pour ces groupes qui profitent en fait de la porosité des frontières et de la faiblesse des États dans ces régions-là. Donc je pense que bon, les questions de sécurité impliquent tous les États et tous les États, chaque État est interdépendant de son voisin en la matière. On se rappelle qu'après le coup d'État du 16 septembre dernier, plusieurs responsables du MNLA, dont son vice-président Mamadou Djiri Maïga, ont été interpellés puis relâchés en mi-septembre. Est-ce que aujourd'hui, on pourrait réellement se fier à ce mouvement de l'Azawad? D'accord, parlons d'abord de la vague d'arrestation qui a eu lieu après le coup d'État. Notons seulement que ce n'est pas ce leader du MNLA qui a été arrêté. Même au Burkina Faso, il y a eu des Burkinabés qui ont été interpellés et puis relâchés par la suite. Donc, on était dans un contexte sécuritaire tel que les nouvelles autorités qui reprenaient en fait, la transition qui reprenait en fait du service avaient besoin de faire le ménage rapidement en matière sécuritaire. Et en la matière, quand même, la loi permet les gardes à vue permet d'interroger des personnes lorsqu'on les soupçonne d'être impliquées dans certains actes, dans certaines infractions. C'est ce qui s'est passé avec ces arrestations. Donc, il ne faut pas déconnaître cette arrestation de la vague d'arrestations qui a eu lieu après le coup d'État. Maintenant, lorsqu'on revient par exemple à la problématique des rapports que les MNLA pourraient entretenir avec les nouvelles autorités, je dirais d'emblée que pour un pouvoir, pour une équipe qui vient d'arriver au pouvoir,
il ne peut pas d'office écarter la voie du dialogue avec différentes parties. Non, Roch vient de s'installer au pouvoir avec son gouvernement. Il se doit d'avoir le dialogue avec toutes les personnes susceptibles d'apporter un appui substantiel en matière de sécurité et en matière de développement. Ce dialogue doit se faire avec des représentants des États, comme les chefs d'État, effectivement, que le président Roch Kaboré rend visite, ou qu'il le soit ici. Ce dialogue doit se faire également avec les représentants des institutions internationales. Vous voyez, le secrétaire général des Nations Unies vient de terminer une visite également. Mais également, lorsqu'il y a des personnalités, soit de groupes protestataires ou de groupes armés, il faut le dire très clairement, mais on ne peut pas d'office éviter le dialogue. Donc c'est à bon droit que le président Roch Kaboré estime que c'est en tout cas possible de dialoguer avec ces personnes-là. Maintenant, tout dépend en fait du contenu des transactions possibles. Est-ce que ce dialogue va aboutir par exemple, à une compromission de l'État burkinabé? Est-ce que ce dialogue va aboutir à ce qu'on compromette l'État malien? Justement, lorsqu'on tient compte des résultats du dialogue, c'est là maintenant qu'on peut épilorer. Mais je pense d'emblée que éviter de dialoguer avec tel parti ou tel autre, ce n'est pas à saluer pour le nouveau pouvoir. La logique du président Roch est à comprendre. Il faut dialoguer avec tous ceux qui peuvent apporter un appui en matière de sécurité et de développement. Alors là, on pourrait se poser une question, à savoir au lendemain du 15 septembre, du 15 janvier dernier, avec les attentats, le président Kaboré lui-même a mis en cause des accointances entre le régime comparé et ses mouvements de l'Azawad. Tout à fait. Et je pense effectivement que l'audience qui vient de se dérouler cette semaine est en lien avec la position du gouvernement au lendemain des attentats. Il était important que chaque parti clarifie la situation. Beaucoup plus du côté du MNLA qui se sentait quand même visé et il fallait apporter une clarification auprès de nouvelles autorités pour montrer clairement quelle est la position du MNLA dans cette histoire, pour montrer effectivement les déconnexions possibles par rapport à ces actes qui ont eu lieu et surtout insister sur la possibilité de coopération sécuritaire qui pourrait exister entre le Burkina Faso et le Mali. Puisque au nom Mali, le gouvernement malien n'a pas encore pu redéployer l'administration, mais le MNLA y est implanté avec l'opération Barkhane. S'il y a des groupes dans ces milieux-là qui peuvent contrôler effectivement les menaces djihadistes à l'intérieur de ce territoire et prévenir leur incursion dans d'autres territoires, ben c'est à saluer pour la sous-région dans l'ensemble. Alors dites-nous alors pourquoi avoir attendu à peu près plus d'un mois après les événements, les attentats du 15 janvier dernier, avant de présenter leurs condoléances aux différentes familles et même au gouvernement burkinabé. Oui, bon, je pense que quand on parle de plus d'un mois, c'est à relativiser. Parce que cette rencontre, si elle a eu lieu hier, certainement qu'elle a été préparée bien avant. On ne peut pas se lever du jour au lendemain, aller rencontrer une autre personnalité comme le chef d'État, Roch Marc Christian Kaboré. Certainement que dès le mois de janvier, même peut-être dès l'élection du président Roch Marc Christian Kaboré, il y a déjà eu des tractations qui commençaient pour essayer de préparer des rencontres, des échanges possibles entre le MNLA et les autorités burkinabées, les nouvelles autorités burkinabées. Donc c'est dans ce sens-là que ces tractations ont pu aboutir à l'audience d'hier. Donc pour moi, je ne dirais pas qu'ils ont attendu tout ce temps. Je ne défends pas le MNLA, loin de là. Mais je suis convaincu que cette rencontre, bien avant même la position d'hier, la prise de position officielle hier, il y avait déjà eu des contacts qui existaient entre les deux autorités, entre les nouvelles autorités et ce groupe-là. Et certainement que dans ces contacts-là, d'autres propos ont pu être tenus, mais bon, comme c'était forcément, disons, moins officiel, on n'a pas pu avoir les échos. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Kerry, un dernier mot avant de mettre fin à cet entretien. Oui, d'accord. Je dirais effectivement que, bon, pour une certaine opinion publique, effectivement, quand on parle du MNLA, on le suspecte ce mouvement-là d'avoir de connivence avec certains groupes terroristes. Un. De deux, également, on suspecte ce mouvement-là de vouloir entraîner la partition du Nord-Mali. D'accord. Mais je pense que les nouvelles autorités actuellement ont quand même besoin de dialoguer avec tout ce qui pourrait concourir à assurer la sécurité et le développement de notre pays. Mais également, le peuple malien est un peuple frère et ami. Et, tout le monde le sait, le Mali nous a beaucoup soutenus depuis les élections populaires jusqu'à nos jours. Donc, les nouvelles autorités burkinabées également restent toujours attachées à l'intégrité territoriale du territoire malien, à l'intégrité du territoire malien et surtout à l'unicité de ce territoire-là. Donc, pas question de partition. Et je pense qu'effectivement, ces impératifs-là vont ressortir, ou déjà ressortent déjà dans les transactions, dans les tractations qu'il y a eu entre le MNLA et le Burkina Faso. Donc, la sécurité et le développement du Burkina Faso, l'intégrité et l'unicité du territoire malien, qui est un peuple, en tout cas, frère et ami. Donc, pas de crainte de partition, voire de rupture de relation avec les autorités du Mali.
Non, les nouvelles autorités burkinabèses ne peuvent pas s'inscrire dans cette dynamique parce que le peuple malien est un peuple frère et ami. Et le président Ibrahim Boubacar Keïta a beaucoup des attaches très fortes avec le nouveau pouvoir. Et je pense que ce nouveau pouvoir, effectivement, va lui retourner l'ascenseur, en tout cas en prônant beaucoup plus l'intégrité du territoire malien et l'unicité de ce territoire-là. Merci Voilà. beaucoup, Monsieur Kéré. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie. Merci. C'est tout pour cet entretien avec le docteur Daniel Kéré, qui est un analyste politique. Entretien qui m'a fait en journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis depuis votre région, bien sûr, un an. Tenkodoro. Voilà, Tenkodogo. Alors, excellente suite de nos programmes sur Burkina Info et tout simplement, bonne journée.